Un baptême devrait être gravé dans la mémoire d'une mère comme l'une des journées les plus lumineuses, les plus pures de son existence. C'est le moment où l'on présente officiellement une nouvelle vie au monde et à Dieu, entouré de l'amour des siens. J'avais imaginé cette journée des milliers de fois. La petite robe blanche en dentelle ancienne pour le bébé, la famille réunie dans une harmonie parfaite, les photos que l'on encadre et que l'on garde sur le buffet du salon pour les décennies à venir. C'était censé être une célébration immaculée, une consécration de notre bonheur. Mon fils, Théo, avait tout juste 6 mois. Il était magnifique, un bébé potelé aux joues rosées comme des pêches mûres, avec ses grands yeux sombres et curieux qu'il avait hérités de mon côté de la famille. Il semblait observer le monde avec une sagesse précoce, calme et attentif. La robe de baptême qu'il portait était une véritable relique, un trésor familial ayant appartenu à 3 générations de la famille de Lucas. C'était une merveille de dentelle blanche brodée à la main, si fine et si délicate qu'elle ressemblait à une toile d'araignée tissée par des fées, conservée religieusement dans du papier de soie anti-acide depuis des décennies pour éviter qu'elle ne jaunisse. La cérémonie à l'église Saint-Vincent avait été d'une beauté solennelle. La lumière du matin traversait les vitraux, peignant le sol de taches colorées, tandis que l'encens montait vers les voûtes de pierre. Théo s'était comporté comme un ange, ne laissant échapper qu'un petit soupir lorsque le prêtre avait versé l'eau bénite sur son front. Les parrains, ma sœur Juliette et le cousin de Lucas, tenaient leur cierge avec une gravité touchante, conscients de leur rôle. Jusque-là, tout s'était déroulé exactement selon le plan, comme dans un rêve éveillé. Le cauchemar, lui, attendait patiemment son heure. Il commença insidieusement après la messe, durant le déjeuner de célébration. La réception se tenait à l'hôtel du Roi, l'établissement prestigieux que la famille de Lucas administrait depuis des lustres. L'hôtel n'était pas seulement un commerce, c'était l'âme des Dupont depuis 3 générations. C'était un bâtiment historique majestueux de 4 étages, situé en plein cœur de Nice, à 2 pas de la célèbre baille des Anges. Sa façade en pierre blanche éclatante, ses balcons en fer forgé ouvragé et ses grandes portes-fenêtres évoquaient cette élégance belle époque que l'on ne retrouve plus dans les constructions modernes. C'était un lieu chargé d'histoire, de luxe discret et de tradition. Marie Dupont, ma belle-mère, en était la propriétaire incontestée. C'était une femme de 70 ans, à la prestance impériale. Elle se tenait toujours le dos parfaitement droit, comme si elle portait une couronne invisible. Ses cheveux gris argentés étaient tirés en un chignon bas impeccable, sans une mèche rebelle, et elle était toujours vêtue de tailleur aux coupes classiques et aux couleurs sobres. Elle avait hérité de cet hôtel de son père, qu'il avait lui-même reçu du sien. Pour Marie, l'hôtel du Roi était bien plus qu'une entreprise ou une source de revenus. C'était l'héritage familial, son orgueil, sa raison d'être, son identité tout entière. Lucas, mon mari de 35 ans, occupait le poste d'administrateur général. Depuis notre mariage, 7 ans auparavant, il avait pris les rênes des opérations quotidiennes. Il gérait tout, les réservations complexes, le personnel exigeant, les négociations avec les fournisseurs, la maintenance du bâtiment. Tout passait par Lucas, et il adorait ce rôle. Il aimait se présenter comme « l'hôtelier », déambuler dans le hall d'entrée en saluant les habitués par leur nom, vérifier d'un œil critique que les serviettes étaient pliées au millimètre près dans les chambres, ou s'assurer que le restaurant servait le petit déjeuner à leur pile. Il fallait admettre qu'il était compétent. Sous sa gestion, l'hôtel avait prospéré, les avis en ligne étaient élogieux, le taux d'occupation en basse saison avait grimpé, et la clientèle fidèle revenait année après année. Le restaurant de l'hôtel, où nous célébrions le baptême, occupait tout le rez-de-chaussée. C'était une salle magnifique avec de hautes fenêtres offrant une vue imprenable sur la rue animée, au loin, le bleu de la mer. Les nappes étaient d'un blanc immaculé, l'argenterie brillait sous les lustres de cristal, et des bouquets de fleurs fraîches ornaient chaque table. Marie avait insisté pour privatiser l'intégralité du restaurant pour notre fête. 40 invités, la famille des 2 côtés, nos amis proches, et certains employés clés de l'hôtel que Marie considérait comme faisant partie de la famille élargie. J'étais assise à la table d'honneur, Théo dans mes bras. Le bébé commençait à s'agiter, fatigué par l'épaisseur de la dentelle et l'agitation autour de lui. Lucas était à mes côtés, rayonnant, serrant des mains, acceptant les félicitations avec son charme habituel. Marie présidait à l'autre bout de la table, son regard d'aigle surveillant le balai des serveurs pour s'assurer que le service était digne de la réputation des Dupont. Le déjeuner se déroulait à merveille. Nous avions commencé par des assiettes de jambon de Bayonne finement tranché et du fromage de chèvre frais, accompagné d'une salade de tomates gorgée de soleil et d'huile d'olive.
Ensuite, on nous avait servi un loup de mer au four, accompagné de pommes de terre fondantes au romarin et au citron, le tout arrosé d'un excellent vin blanc de Provence. Les conversations étaient joyeuses, les rires fusaient. Et c'est alors que je l'ai vue. Valérie Dubois. Elle était assise 3 tables plus loin, vêtue d'un tailleur crème qui coûtait probablement le triple de ma robe de baptême. Ses cheveux châtains brillants tombaient en ondulations parfaites sur ses épaules. Son maquillage était sophistiqué, sa posture étudiée, son sourire professionnel. Valérie était là, consultante en images, de l'hôtel. Du moins, c'était son titre officiel sur le papier. Lucas l'avait engagé 8 mois plus tôt pour, selon ses dires, moderniser la présence de l'Hôtel du Roi sur les réseaux sociaux et améliorer son positionnement de marque. Je n'avais jamais vraiment compris en quoi consistait son travail au quotidien. Elle prenait quelques photos artistiques du hall pour Instagram, organisait de temps à autre un événement promotionnel, mais surtout, elle passait des heures interminables enfermée dans le bureau de Lucas pour revoir les stratégies marketing. Cela m'avait toujours semblé étrange. L'hôtel avait fonctionné à la perfection pendant 3 générations sans avoir besoin d'une consultante en images. Pourquoi maintenant? Mais chaque fois que j'avais osé poser la question, Lucas m'avait répondu avec ce ton patient, presque condescendant, qu'il utilisait pour m'expliquer des choses qu'il jugeait trop complexes pour moi. C'est le monde moderne, Chloé. Les hôtels qui ne sont pas visibles sur le numérique meurent. Valérie augmente notre visibilité. Même Marie semblait convaincue. Lucas a raison, disait-elle. Nous devons nous adapter. Valérie est un investissement nécessaire. Ainsi, Valérie était restée. 8 mois de présence constante, toujours impeccablement vêtue, toujours arborant ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids, et toujours trouvant des raisons pour graviter autour de Lucas. Depuis ma place, je l'observais. Elle discutait avec d'autres invités, tenant une coupe de vin blanc avec élégance, riant à une plaisanterie. Mais j'ai remarqué un détail qui m'a glacé le sang, ses yeux se détournaient constamment de ses interlocuteurs pour se poser sur notre table. Sur Lucas. Théo se mit à pleurer, me tirant de mes observations. Il avait faim. J'ai sorti le biberon que j'avais préparé dans mon sac à langer et j'ai commencé à le nourrir tandis que les serveurs débarrassaient les assiettes pour apporter la suite. Lucas se leva alors pour porter un toast. Il remercia tout le monde d'être venu, parla avec éloquence de la joie de la paternité, de l'importance sacrée de la famille, et de la façon dont cet hôtel avait vu naître et grandir tant de générations pour accueillir aujourd'hui le baptême de la 4e. Tout le monde applaudit chaleureusement. Marie avait les larmes aux yeux, touchée par l'hommage à l'héritage familial. Lucas se rassit, satisfait. Les invités reprirent leur conversation, les verres se remplirent à nouveau. C'est à cet instant précis que le téléphone portable de Lucas vibra sur la nappe blanche. Je l'ai vu jeter un coup d'œil à l'écran. Son expression changea instantanément. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais je l'ai capté. Une ombre de préoccupation, d'urgence feinte. Il fronça les sourcils. « Tout va bien ?» demandai-je. « Il y a un problème », dit-il en rangeant précipitamment le téléphone dans sa poche intérieure. C'est Thomas, à la réception. Il me dit qu'il y a une fuite d'eau urgente dans la suite présidentielle. Ça a l'air sérieux, peut-être une canalisation rompue dans le plafond de la salle de bain. La suite présidentielle était le joyau de l'hôtel. Elle occupait une grande partie du 4e étage, avec une terrasse privée donnant sur la Méditerranée, une baignoire balnéo, et un mobilier d'époque inestimable. Elle se louait une fortune la nuit, et Lucas avait mentionné le matin même qu'un client VIP, un important homme d'affaires italien, devait arriver ce soir-là pour des réunions cruciales. L'hôtel ne pouvait pas se permettre le moindre défaut. C'est grave ? Insistai-je. Je ne sais pas encore, répondit-il en ajustant sa cravate, l'air affairé. Je dois monter vérifier moi-même. Si c'est la canalisation principale, il faudra appeler le plombier d'urgence avant que le client n'arrive. Je ne peux pas laisser Thomas gérer ça seul. Il se leva, s'excusa brièvement auprès des convives les plus proches en invoquant un impératif technique, et quitta le restaurant d'un pas rapide. Je suis resté là, continuant de donner le biberon à Théo, mais un malaise grandissant m'envahissait. Mon regard glissa instinctivement vers la table où se trouvait Valérie. Sa chaise était vide. Sa coupe de vin était à moitié pleine, sa serviette posée négligemment sur la table. Valérie n'était plus là. Quelque chose de froid,
comme un étau de glace, se resserra autour de mon estomac. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai fini de donner le biberon à Théo machinalement, puis je me suis tourné vers ma sœur Juliette. « Tu peux le tenir un moment ? J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Juliette prit le bébé avec un sourire, sans se douter de rien. Je suis sorti du restaurant et je me suis dirigé vers le hall d'entrée. L'hôtel disposait de 2 ascenseurs, l'ascenseur principal, majestueux, situé au centre du hall pour les clients, et un ascenseur de service, plus discret, situé derrière la réception pour le personnel, les bagages et le room service. J'avais vu Lucas tourner dans le couloir menant à l'ascenseur de service. Je me suis approché discrètement, me dissimulant derrière une grande plante en pot. De là, je pouvais voir l'accès à l'ascenseur de service. Les portes métalliques s'ouvrirent et Valérie était là. Elle regarda rapidement autour d'elle, comme une voleuse, avant de s'engouffrer dans la cabine. Je l'ai vue appuyer sur le bouton. Les portes se refermèrent. Je fixai l'indicateur d'étage au-dessus de la porte. Les chiffres s'illuminèrent successivement. 1, 2, 3, 4. Le 4e étage. Là où se trouvait la suite présidentielle. Là où, soi-disant, une fuite d'eau catastrophique nécessitait l'expertise immédiate de mon mari. Je suis resté figé au milieu du hall désert, sentant les pièces du puzzle s'assembler avec un claquement sec et douloureux dans mon esprit. Les réunions interminables le soir, les sourires complices que je surprenais parfois, les appels que Lucas prenait sur le balcon en pensant que je dormais, les événements promotionnels qui finissaient à pas d'heure. Ce n'était pas mon imagination. Ce n'était pas la paranoïa d'une jeune mère fatiguée. C'était réel. Je regardais ma montre. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer les tremblements qui commençaient à s'emparer de mes mains. Les options se présentèrent clairement à mon esprit. Je pouvais monter seul, défoncer la porte, hurler, pleurer, faire un scandale, devenir l'épouse hystérique dont le personnel se moquerait pendant des années. Ou je pouvais être intelligente. Je pouvais être froide. Je suis retourné au restaurant. Les invités mangeaient, buvaient, riaient. Personne n'avait remarqué mon absence. Personne n'avait remarqué l'absence simultanée de Lucas et de la belle consultante. Je regardais l'heure à nouveau. Je décidai de leur laisser 10 minutes. 10 minutes, c'était suffisant pour qu'ils s'installent, pour qu'ils se sentent en sécurité, pour qu'ils baissent leur garde. 10 minutes pour que le piège se referme. Je me suis rassise, j'ai souri aux invités qui me regardaient. J'ai accepté des compliments sur la réussite du baptême. J'ai hoché la tête quand une tante a dit que Théo avait le nez de Lucas. Chaque seconde qui passait attisait ma colère, la transformant en une détermination d'acier. Le délai écoulé, je me suis levé calmement. J'ai traversé le restaurant jusqu'à la table d'honneur où Marie discutait avec sa sœur. « Marie ?» dis-je d'une voix qui me parut étonnamment posée. « Oui, ma chérie ? Je peux vous parler un instant ? C'est urgent. » Ma belle-mère me regarda, alertée par le ton de ma voix. Elle posa sa fourchette. « Qu'est-ce qu'il y a, Chloé ? Théo va bien ? » Théo va très bien. Mais j'ai besoin que vous veniez avec moi. Maintenant. L'urgence et le sérieux dans mon regard la firent se lever immédiatement. Nous nous sommes éloignés de la table, hors de portée des oreilles indiscrètes. « Que se passe-t-il ? » demanda-t-elle, inquiète. « Lucas vient de m'envoyer un message, mentis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. Il est dans la suite présidentielle. La fuite est bien pire que ce qu'il pensait. Il dit que l'eau sort à jet continu, que le plafond menace de s'effondrer. Il a besoin de votre autorisation immédiate pour casser une cloison et accéder à la tuyauterie principale avant que toute la suite ne soit inondée. » Le visage de Marie se décomposa. La suite présidentielle, son chef-d'œuvre, rénové l'année précédente pour une somme astronomique. L'idée d'une inondation dévastant les tapis persans et les boiseries était son pire cauchemar. « Une inondation ?» répéta-t-elle, horrifiée. « Mais pourquoi ne m'a-t-il pas appelé directement ? » Je ne sais pas, mais il dit que c'est une question de secondes, qu'il n'y a pas le temps de discuter. Il faut monter. Marie marchait déjà vers le hall d'un pas décidé, oubliant ses 70 ans. Où est le passe-partout ? Thomas doit l'avoir à la réception. Je la suivis.
Mon cœur battait si fort contre mes côtes que j'avais peur qu'elle l'entende. Thomas, le réceptionniste, sortit le passe-partout de son tiroir sécurisé dès que Marie l'exigea. Urgence technique dans la suite, lança-t-elle sans s'arrêter. Venez, Chloé, prenons l'ascenseur de service, c'est plus rapide. Nous sommes entrés dans la cabine métallique. Marie appuya sur le bouton du 4e étage. Les portes se fermèrent. L'ascension se fit dans un silence lourd. Marie murmurait des calculs sur le coût des réparations, s'inquiétait pour le client italien qui arrivait dans quelques heures, pestait contre le fait que Lucas n'ait pas appelé un plombier professionnel immédiatement. Moi, je fixais les numéros qui défilaient, priant pour que mon intuition ne me trompe pas, tout en redoutant d'avoir raison. 4e étage. Les portes s'ouvrirent. Le couloir était désert. Une moquette épaisse couleur bordeaux étouffait le bruit de nos pas. Les murs étaient tendus de papier peint doré. Un silence absolu régnait. Aucune agitation, aucun bruit d'eau, aucun cri. Je n'entends rien, chuchota Marie en fronçant les sourcils. C'est étrange. Peut-être que la fuite est interne, suggérai-je. Dans les murs. Nous arrivâmes devant la double porte massive en acajou de la suite présidentielle. Marie inséra le passe-partout dans la serrure électronique. Le voyant passa au vert. Elle abaissa la poignée. La porte s'ouvrit. Il n'y avait pas de fuite. Pas d'eau ruisselant sur les murs. Pas de tuyaux éclatés. Pas d'urgence sanitaire. Ce qu'il y avait, c'était mon mari et Valérie. La suite était baignée dans la lumière dorée de l'après-midi, les lourds rideaux de velours bleu nuit étant grands ouverts sur la vue panoramique de la baie. Le lit immense était fait, immaculé. Mais sur le grand canapé en cuir italien, face à la mer, trônaient Lucas et Valérie. Ils portaient tous les deux les peignoirs blancs moelleux de l'hôtel, ceux avec le logo brodé au fil d'or, réservés aux clients VIP. Sur la table basse en verre, une bouteille de champagne mouette et chandon trônait dans un seau à glace argentée, accompagnée d'une assiette de fraises. 2 flûtes à moitié vides témoignaient de leur célébration privée. Lucas avait son bras passé nonchalamment autour des épaules de Valérie. Elle riait, la tête renversée en arrière, d'une blague qu'il venait de faire. Il semblait si détendu, si confortable, si habitué à cet espace. C'était l'image même de l'intimité domestique, mais dans un décor qui ne leur appartenait pas. Il leur fallut 3 secondes interminables pour réaliser que la porte s'était ouverte. 3 secondes pour comprendre qu'ils n'étaient plus seuls. Lucas vit d'abord sa mère, puis moi, debout juste derrière elle comme une ombre vengeresse. J'ai vu la couleur quitter son visage instantanément, le laissant d'une pâleur cireuse. Valérie se figea, sa main portant une fraise à sa bouche restant suspendue dans les airs. Le silence qui suivit fut assourdissant. On aurait pu entendre une épingle tomber sur la moquette. Marie entra lentement dans la pièce. Son regard fit le tour de la scène avec une précision clinique, le champagne volé, les peignoirs usurpés, son fils marié et l'employé qu'elle payait, installés comme des rois dans sa propriété la plus précieuse. Où est la fuite ? Demanda Marie d'une voix dangereusement basse, presque un murmure. Lucas ouvrit la bouche, la referma, comme un poisson hors de l'eau. Il retira brusquement son bras des épaules de Valérie comme si elle était brûlante. Maman. Nous. Je peux expliquer. Je t'ai posé une question. Tonna Marie, sa voix montant soudainement dans les aigus, faisant sursauter les 2 amants. Où est cette maudite inondation qui nécessitait ton attention immédiate pendant le baptême de ton propre fils ? Lucas se leva précipitamment. Son peignoir s'entr'ouvrit et il dut le retenir maladroitement d'une main. C'était pathétique. Chloé m'a dit qu'il y avait une inondation, continua Marie, avançant d'un pas menaçant. Que tu devais casser les murs. Je suis monté en courant, pensant que mon hôtel était en train d'être détruit. Et qu'est-ce que je trouve ? Mon fils en train de boire le champagne du minibar avec l'employé que j'ai accepté parce que tu m'as juré qu'elle était indispensable. Valérie posa la fraise sur la table avec des mains tremblantes. Elle ajusta son peignoir, tentant de retrouver une once de dignité. Madame Dupont, je... Vous taisez. Coupa Marie sans même lui accorder un regard. Je ne veux pas entendre le son de votre voix. Je parle à mon fils. Elle se tourna vers Lucas, les yeux brillants de rage et de déception. Depuis combien de temps ? Lucas déglutit difficilement. Maman,
ce n'est pas le moment, on peut en parler plus tard, pas ici. Maintenant. Hurla-t-elle. 8 mois, murmura-t-il en baissant les yeux. 8 mois. Exactement depuis l'arrivée de Valérie. Mes soupçons n'étaient pas de la jalousie mal placée. C'était de l'instinct. 8 mois, répéta Marie lentement, digérant l'information. 8 mois que tu utilises mon hôtel comme ta garçonnière. 8 mois que tu mens à ta femme, à moi. 8 mois que tu voles du champagne et que tu occupes des suites à plusieurs milliers d'euros pour tes ébats. Ce n'est pas comme ça, protesta Lucas, essayant de redresser le torse. Valérie et moi. On est tombés amoureux. Ce n'était pas prémédité. Et oui, on venait ici parfois parce que c'est privé, c'est pratique. Parce que c'est gratuit. Cracha Marie. Parce que maman paie le champagne. Parce que maman paie les draps en coton égyptien. Parce que maman est une vieille imbécile qui ne voit pas que son propre fils la pille. C'est alors que Valérie commit l'erreur fatale. Pensant peut-être que nous ne pouvions pas l'entendre, ou sous le coup de la panique, elle chuchota à Lucas. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée aujourd'hui. Avec le baptême, c'était trop risqué. Détends-toi, répondit Lucas à voix basse, mais suffisamment forte pour que le silence de la pièce porte ses mots jusqu'à nous. La vieille est en bas, trop occupée à gatifier devant le bébé pleurnichard. Elle ne montera jamais. La vieille. Le bébé pleurnichard. J'ai vu les mots frapper Marie physiquement. J'ai vu son dos se raidir encore plus, si c'était possible. Ses mains, toujours élégantes, se serrèrent en poing. La vieille ? Répéta-t-elle d'une voix qui aurait pu geler l'enfer. C'est ainsi que tu parles de ta mère ? Lucas réalisa trop tard ce qu'il venait de dire. La panique envahit ses yeux. Non, maman, je ne voulais pas dire ça, c'est sorti tout seul, j'étais stressé. Et mon petit-fils ? Continua-t-elle implacable. Théo ? L'enfant que nous venons de baptiser il y a 1 heure ? Le bébé pleurnichard ? Maman, s'il te plaît. Ne m'appelle pas maman. Tu n'as plus le droit de m'appeler ainsi. Marie se tourna vers moi. Pour la première fois depuis notre entrée dans la chambre, elle me regarda vraiment. Il y avait une douleur immense dans ses yeux, mais aussi une résolution inébranlable. Chloé, dit-elle doucement. Merci. Merci de m'avoir amené ici. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur qui est réellement mon fils. Puis elle fit volte-face vers le couple misérable. Lucas Dupont, tu es viré. Avec effet immédiat. Tu as jusqu'à demain midi pour vider ton bureau. Si je trouve le moindre objet appartenant à l'hôtel en ta possession après 7 heures, j'appelle la police pour vol. Tu ne peux pas me virer. S'écria Lucas, incrédule. Je suis ton fils. Cet hôtel est mon héritage. C'était ton héritage. C'est du passé. Demain matin, je convoque mon notaire. Je vais modifier mon testament. Tu ne verras pas un centime de cet hôtel. Pas une tuile, pas une petite cuillère. Rien. Maman, tu es irrationnelle. Irrationnelle ? Moi ? Tu trompes ta femme le jour du baptême de ton fils. Tu voles ton employeur. Tu insultes ta mère. Tu méprises ton enfant. Et c'est moi qui suis irrationnelle ? Elle pivota vers Valérie, qui s'était recroquevillée sur le canapé. Et vous, mademoiselle Dubois, vous êtes licenciée également. Je ne veux plus jamais vous voir dans une de mes propriétés. Vous avez 1 heure pour récupérer vos affaires, sous la supervision de la sécurité. Sortez de ma vue. Valérie éclata en sanglots. Le masque de la professionnelle sophistiquée tomba, révélant une femme terrifiée. Madame Dupont, s'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail. Je n'ai rien d'autre à Lyon. Il fallait y penser avant de coucher avec un homme marié dans le lit de l'hôtel de sa mère. Dehors. Marie me prit le bras avec douceur. Viens, Chloé. L'air est vicié ici. On redescend. Nous sommes sortis, laissant derrière nous Lucas et Valérie, défaits, au milieu du luxe qui ne leur appartenait plus. Dans le couloir, Marie appuya sur le bouton de l'ascenseur. Ses mains ne tremblaient pas. Chloé, dit-elle alors que nous attendions. Demain,
nous irons voir mon avocate, Madame Leclerc. Je vais m'assurer que Lucas perde tout dans le divorce. Je paierai tous tes frais de justice. Tu garderas la maison, tu auras la garde exclusive, et il paiera une pension jusqu'au dernier centime. Marie, vous n'êtes pas obligée de. Si. Je le suis. Tu es la mère de mon petit-fils. Tu es une femme bien qui a été humiliée par mon fils. Je vais m'assurer que justice te soit rendue. C'est une promesse. L'ascenseur arriva. Nous sommes redescendus. Arrivé dans le hall, Marie se redressa, lissa sa veste, et remit son masque de matriarche imperturbable. Retourne au restaurant, Chloé. Finis ton dessert. Souris. Termine ce baptême avec dignité. Je vais envoyer Thomas s'assurer que ces deux-là quittent l'hôtel par la sortie de service. Lucas n'est plus mon problème, c'est le problème de son futur avocat. Et crois-moi, le mien sera meilleur. Je suis retourné à table. J'ai repris Théo dans mes bras, respirant son odeur de bébé, de talc et de lait. J'ai mangé une part de tarte aux amandes. J'ai souri aux invités. 20 minutes plus tard, j'ai aperçu par la fenêtre Lucas et Valérie, escortés vers la sortie latérale, leurs affaires à la main, la tête basse. Lucas, qui était entré le matin même en maître des lieux, en ressortait comme un paria. Le lendemain, la machine de guerre se mit en marche. Madame Leclerc, une avocate redoutable de Nice, prit mon dossier en main sur instruction de Marie. Le divorce fut une bataille sanglante, mais à sens unique. Lucas tenta de négocier, de demander la garde partagée, de garder la maison de campagne. Il n'obtint rien. Les preuves étaient accablantes. Le juge fut particulièrement sévère lorsqu'on présenta les factures détaillées du minibar de la suite présidentielle sur 8 mois, qualifiant cela de « détournement de fonds domestiques ». Je gardai la maison, la garde totale de Théo, et obtint une pension alimentaire substantielle. Lucas quitta le tribunal ruiné, humilié, et seul. Marie tint parole, le testament fut modifié. L'hôtel fut placé dans une fiducie pour Théo, bloqué jusqu'à ses 25 ans. Mais le plus surprenant vint 2 semaines après le divorce. Marie me convoqua dans le bureau qui avait été celui de Lucas. « Assieds-toi, Chloé. J'ai besoin d'un nouveau directeur général. » « Vous allez engager quelqu'un ? » demandai-je. « Oui. »« Toi. »« Moi ? » ?»« Mais Marie, je n'ai pas l'expérience. Tu as un diplôme en gestion que tu as mis de côté pour élever Théo. Tu as de l'intégrité. Et surtout, tu as une raison de te battre pour cet hôtel, c'est l'avenir de ton fils. Je t'apprendrai le métier. Je te formerai. Mais je ne veux plus d'étrangers ou de menteurs ici. J'ai besoin de famille. De vraie famille. J'ai accepté. Les mois suivants furent intenses. J'ai appris à tout gérer, des commandes de linge aux crises des clients, en passant par la comptabilité. J'ai découvert que j'avais du talent pour ça. L'hôtel du roi n'avait jamais aussi bien fonctionné. Lucas, lui, toucha le fond. Grillé dans le milieu hôtelier de la Côte d'Azur où tout le monde connaissait l'histoire, il ne trouva aucun poste décent. Valérie était repartie à Lyon, disparaissant de la circulation. Lucas finit par travailler comme manutentionnaire dans un supermarché, mais il peinait à joindre les deux bouts avec la pension qu'il devait me verser. 6 mois plus tard, un après-midi de novembre, Thomas m'appela à mon bureau. « Madame la directrice ? Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Il dit que c'est personnel. » « Qui est-ce ? » ?»« C'est Lucas. » Je lui dis de monter. Quand il entra dans mon bureau, son ancien bureau, je faillis ne pas le reconnaître. Il avait vieilli de 10 ans. Son costume était fatigué, il avait des cernes profonds, les épaules voûtées. L'arrogance avait disparu, remplacée par le désespoir. « Chloé, » dit-il en restant près de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Lucas ? » ?»« J'ai besoin de travail. Je n'y arrive plus. Je ne peux plus payer la pension, je vis dans un studio miteux. Personne ne veut m'embaucher. S'il te plaît. Pour Théo. » Je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir, la patronne face au demandeur. « Pour Théo ? Le bébé pleurnichard ?» Il grimaça de honte. « Je sais. J'ai été un idiot.
Je paie pour ça chaque jour. Aide-moi, Chloé. Je réfléchis un instant. Il y avait une justice poétique dans ce qui allait suivre. Nous avons un poste vacant, dis-je froidement. Son visage s'illumina d'espoir. C'est vrai? Merci, Chloé, je ferai n'importe quoi, la réception, le bar. L'agent d'entretien de nuit a démissionné, coupai-je sèchement. Nous avons besoin de quelqu'un pour récurer les toilettes du hall d'entrée, nettoyer les sols, vider les poubelles avant l'arrivée des clients du matin. Horaire, 2h à 7h du matin. Salaire minimum. La lumière s'éteignit dans ses yeux. Il resta bouche bée. Agent d'entretien? Nettoyer les chiottes? Chloé, j'étais le directeur ici. Tu étais le directeur. Maintenant, tu es un chômeur désespéré. C'est à prendre ou à laisser. Il lutta contre lui-même pendant une longue minute. Je vis sa fierté mourir un peu plus. Je le prends. Bien. L'uniforme est au sous-sol. Tu commences demain. Et Lucas? Une dernière chose. Quand tu es ici, tu ne m'adresses pas la parole sauf urgence professionnelle. Je suis ta patronne, tu es l'agent d'entretien. C'est clair? C'est clair, murmura-t-il. Le lendemain matin, en arrivant à 8h, j'ai traversé le hall d'entrée. Le sol brillait comme un miroir. Les toilettes étaient impeccables. Et j'ai vu, accroché dans le local de service, la veste grise de l'uniforme avec le nom « Lucas » brodé dessus. Marie me rejoignit, observa la propreté des lieux avec un petit sourire satisfait. Le nouvel agent d'entretien est méticuleux, commenta-t-elle simplement. Oui, répondis-je. Il sait que nous ne tolérons aucune tâche ici. Je suis monté dans mon bureau, j'ai regardé la mer par la fenêtre, la même vue qu'il avait autrefois. Il avait tout, l'amour, la famille, l'empire. Il avait tout jeté pour un moment de plaisir volé. Aujourd'hui, je dirigeais son héritage, et lui nettoyais mes sols. La vie, pensais-je en ouvrant mon dossier, a parfois un sens de l'humour féroce, mais juste.